La modélisation, c'est la compréhension d'un modèle en fait, mais pas forcément pour le reproduire. On va modéliser son client. La première chose que je fais avec mes nouveaux clients, je modélise mon client, non pas pour comprendre comment il s'y prend pour que ça marche bien, puisque s'il vient me voir, c'est que ça ne marche pas, vous voyez, mais pour comprendre comment il s'y prend pour que ça ne fonctionne pas. Donc modéliser, c'est ça aussi. Modéliser, c'est comprendre le modèle de fonctionnement, les stratégies de fonctionnement de mon client. Celles qui vont super bien et souvent celles qui patinent. Et quand on arrive à modéliser, alors moi j'ai commencé ma pratique, j'ai ouvert un cabinet avant de savoir vraiment modéliser. En fait, je pensais, bref. Je ne savais pas modéliser, donc j'ai ouvert un cabinet, ça ne m'a pas empêché de bien fonctionner. Hein. Honnêtement, ça marchait bien. Hein. Après, j'ai appris à modéliser, et là, ça a complètement changé. Je regardais hier, j'ai commencé, je faisais des séances d'1h30 à 2h. Et puis, sur un problème, on va dire lambda, je mettais 2-3 séances. Aujourd'hui, je fais des séances de 45 minutes à 1h, et je dois mettre une séance de moins qu'avant, pour le même résultat. Parce que la modélisation, elle me permet de savoir exactement là où je dois aller. Alors qu'avant de savoir modéliser, j'y allais un peu au bon sens, vous voyez. Mais le bon sens, le problème du bon sens, c'est que c'est mon bon sens à moi, donc ma carte du monde, pas la carte du monde de mon client. En sachant modéliser, l'idée de la modélisation, c'est quand je reçois quelqu'un, j'ai une carte vierge, je n'ai rien dessus, et je vais construire la carte au fur et à mesure que je discute avec mon client, au fur et à mesure je découvre le territoire de mon client. Je n'ai pas d'a priori, je ne sais rien, et donc il arrive un moment, j'arrive à comprendre exactement, il est là le problème. Alors de temps en temps on déblaye le problème, en fait c'était le problème qui en cachait un autre, mais peu importe. J'y vais plus au petit bonheur la chance finalement comme avant où j'avais tendance à me fier à mon instinct. Maintenant j'y vais, il y a toujours une part instinctive hein, dans mon travail bien entendu, mais il y a aussi une grosse part d'analyse de qu'est-ce qui se passe pour mon client. Et le jour, ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, de temps en temps je commence vraiment à voir la stratégie de mon client comme en 3 dimensions devant mes yeux, vous voyez. Ça se combine, je vois le problème de mon client. Et ça, c'est la modélisation qui m'a apporté cette capacité-là. Ok ? On va revoir les niveaux logiques. Vous avez tous vu les niveaux logiques en tech ? Oui. Vous les avez revus en prat ? Oui. Comment ? On les a vus un peu tout le temps. Vous les avez vus tout le temps, mais là, on va y aller vraiment en profondeur. Vous vous souvenez des 6 niveaux ? Allez-y, sans regarder vos notes. Environnement. Ensuite, comportement. Alors, valeur, croyance, dans cet ordre-là. Valeur, croyance, identité. Appartenance. On les voit, bien sûr, parce que normalement, en fonction des écoles, on les voit plutôt plus tard. Moi, je les donne parce que pour moi, c'est essentiel, mais on n'a pas travaillé dessus. Non. D'accord ? On les voit, mais on n'a pas travaillé dessus. On travaille dessus au maître programme. Pour moi, c'est tellement essentiel que je me rends tout de suite. Donc, on va revoir les niveaux logiques. Et on va les revoir avec le filtre de la modélisation, c'est-à-dire qu'on va commencer par comprendre, bon déjà on va revoir la structure des niveaux logiques, vous vous souvenez, mon environnement c'est tout ce qui est extérieur à moi. Vous vous souvenez de ça, si je reprends la structure des niveaux logiques. Mon environnement est influencé par mes comportements. Jusque-là, tout le monde me suit ? Mes comportements sont influencés par mes capacités, mes stratégies. Et dans les stratégies, on va mettre les métaprogrammes. Donc on va passer pas mal de temps à revoir ce que c'est que les métaprogrammes. Et par mes états internes. Alors ici, il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, je mets les états internes au même niveau que les capacités et les stratégies. Parce que pour moi, une réponse émotionnelle est une réponse stratégique. Ensuite, il y a les valeurs qui viennent influencer mes capacités, mes stratégies, mes états internes. Et mes valeurs sont tenues par mes croyances. C'est pas l'inverse. Hein. C'est bien mes valeurs qui sont tenues par mes croyances. Et mes valeurs et mes croyances dépendent de mon identité. Et mon identité dépend de mon groupe d'appartenance. Et le groupe d'appartenance, il est aussi extérieur à moi. Ok ? De là à là, c'est de l'interne. Là et là, c'est de l'externe. Quelle différence il y a entre un groupe d'appartenance et l'environnement, à votre avis ? Puisque les deux sont extérieurs à moi. Il y en a un qui t'affluence beaucoup plus que l'autre. Oui. Et qu'est-ce qu'il a ? Oui. À un autre niveau. Oui.
une influence sur l'identité. Enfin, Oui, c'est ça. L'appartenance, le groupe d'appartenance, c'est de l'environnement qui a une influence sur mon identité. Je reviendrai avec quelques exemples tout à l'heure. Et donc le premier job qu'il va falloir faire, c'est savoir où est-ce que mon client il va positionner son problème sur les niveaux logiques. À quel niveau logique il va poser son problème. Si j'ai un client qui arrive en disant « Ah là là, mon travail, ça va pas du tout, mon chef c'est un con, mes collaborateurs ils m'emmerdent et ma femme elle est chiante. » Bon, s'il est très vulgaire. Hein. À votre avis, il pose où son problème, le client ? Il le pose sur quel niveau logique ? Sur l'environnement, exactement. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un en face de moi, il faut que je détecte très vite, pour qui son problème, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute des autres. Et ça, j'ai tout intérêt à l'entendre très vite. Parce qu'il va falloir que je le remette dans la responsabilité de son problème. C'est pas forcément de sa faute si son chef est pénible. Vous êtes d'accord avec ça ? D'accord ? Mais il a forcément des comportements qui soit vont favoriser le fait que le chef soit pénible, soit qui vont lui permettre de s'extraire de cette situation et donc de changer d'environnement. Donc il a bien un pouvoir sur son environnement. Donc il faut l'entendre, parce que les gens, hier j'ai fait de la thérapie de couple, hier, et j'avais les deux là, c'était de la faute de l'autre. C'était rigolo hein, de les écouter. Hein. C'était marrant, hein. À aucun moment ils se sont remis en question, hein. C'était tout de la faute de l'autre. Donc le boulot, ça a été de les remettre en contact avec leurs propres responsabilités. C'était la première séance. Hein, c'est pas... Mais voilà. Comment ? ça marchait. Ouais, parce qu'après j'ai fait des positions de perception. Vous vous souvenez des positions de perception ? Hein, j'ai demandé à la femme de prendre la place du mari et le mari de prendre la place de la femme. Et là, il s'est commencé à se passer des choses. Quand ils se sont mis à se comprendre un peu plus en profondeur. Et donc là, c'était rigolo de les voir parce qu'ils étaient tout gênés, tout... Ah mais ça fait bizarre, tu m'étonnes. Si la personne, elle arrive en vous disant « Ah, je peux pas m'empêcher de m'énerver, dès qu'on me parle, je peux pas m'empêcher, je me mets en colère. » Elle pose où son niveau de responsabilité, son niveau de conscience ? Dans les comportements, là. Dans les comportements, parce qu'elle te dit ce qu'elle fait. Elle te dit pas ce qu'elle ressent. Donc ça signifie que la personne, elle a un niveau de conscience plus élevé. C'est-à-dire qu'elle a conscience que déjà, ça lui appartient à elle. Ok ? Si la personne, elle vous dit « Ah, j'arrête pas de broyer du noir, je pense toujours au pire, sans arrêt. » Vous avez compris ? Là, on est encore à un niveau de conscience supérieur. On est bien dans les stratégies mentales. Comment est-ce que la personne, elle oriente son esprit pour broyer du noir en permanence ? Si la personne, elle vous dit « Moi, vraiment, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est le respect. Et s'il n'y a pas de respect, j'y arrive pas. » Vous avez compris ? Elle passe au niveau de ses valeurs. Si la personne, elle arrive, comme j'ai eu une cliente en début de semaine, qui m'a dit « Je suis une rien ». Elle la place au niveau de l'identité. Et si la personne, elle vous dit moi, j'avais une cliente comme ça aussi. J'aimerais vraiment pouvoir vivre avec une femme. C'est une cliente qui voulait vivre avec une femme. Mais jamais de la vie, mon père ne l'acceptera. 40 ans, hein, la femme. Hein. Là, son problème, il se situe où ? Dans l'appartenance. Ok ? Et pas dans l'environnement. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien la subtilité. Je supervisais un coaching il y a quelques temps où j'ai une... donc, c'était en tech. Hein, donc, en tech, c'est normal hein, qu'on patine un peu. Il y a la femme qui se faisait coacher. Elle dit « Oui, mon problème, c'est que quand je suis en famille, je me sens vraiment pas à l'aise, surtout vis-à-vis de ma mère. D'ailleurs, la semaine dernière, on était à un anniversaire et je coupais un gâteau et ma mère, elle m'a arraché le couteau des mains. Elle m'a dit « Tu sais pas couper les gâteaux, c'est moi qui vais le faire. » Qu'est-ce que fait le coach ? Il analyse, ah ben oui, c'est de l'environnement et il y a un comportement. L'environnement, c'est la fête de famille, tout ça. Et le comportement, c'est couper un gâteau. Et donc, le coaching part sur apprendre à couper un gâteau. Technicien, hein, c'est OK. Hein. Encore une fois, hein, un maître Pratt me fait ça, je l'étrangle. Hein. Mais un technicien, c'est OK. On est là pour apprendre, il n'y a pas de problème. Hein. Évidemment, le coaching ne mène à rien. Vous imaginez bien que ça ne mène à rien.
Pourquoi? Parce qu'elle s'est trompée d'histoire. C'était pas environnement-comportement. C'était appartenance, identité. Parce que quand cette femme de 50 ans, elle est face à sa maman, c'est la petite fille qui est face à sa mère. Hein? C'est la petite fille. C'est pas l'adulte responsable. C'est la petite fille. Donc là, ça sert à rien d'aller travailler sur sa façon de couper un gâteau. Hein. Ça sert à rien du tout parce que de toute façon, même si on règle le problème du coupe du gâteau, enfin, on n'a réglé aucun problème. Donc là, c'est des exemples caricaturaux pour que vous compreniez bien. Parfois, c'est vachement plus subtil. Si une cliente, elle arrive en disant « celui-là, je l'aime bien, j'ai pris du poids ». On le met où, celui-là? J'ai pris du poids, c'est ça? Ouais, j'ai pris du poids. Comportement, une stratégie, une identité. Ça peut aller jusqu'en haut, mais c'est à plusieurs niveaux. Non, si elle vous annonce les choses comme ça, elle est dans l'environnement, voire dans le comportement. Ouais, j'ai pris du poids. À l'extérieur, je l'ai mis à l'intérieur, c'est pas de ma faute, il était là, je l'ai pris, quoi. Elle place ça déjà très bas dans les niveaux logiques. Si la personne, elle vous dit j'ai des compulsions et je peux pas m'empêcher de bouffer. Ah là, c'est pas pareil. Là, on est plutôt dans les comportements, voire dans les capacités. Mais il y a des gens, c'est pas de leur faute. Ils grossissent, mais c'est pas de leur faute. Vous voyez? Il y a des gens, ils grossissent, ça les énerve. Alors, je parle de ça parce qu'en ce moment, c'est la période hein, en cabinet. Hein. C'est la période, c'est avant l'été, donc c'est la période des pertes de poids. Il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est pas de leur faute. Ils font tout ce qu'il faut et ils grossissent quand même, mais c'est pas de moi, ça rentre tout seul. Hein. Oui, oui. Bien sûr. Donc il faut vraiment apprendre à comprendre, à écouter ses clients pour être capable de détecter où se situe sa problématique. Parce que vous comprenez bien que si j'ai un client qui arrive juste avec un petit problème de comportement réglé, c'est pas la même salade que si c'est son appartenance qui déconne. Hein. Quelqu'un qui a un problème d'environnement, hein, c'est-à-dire qui dans son travail est en saturation, il n'en peut plus, mais c'est pas un problème d'appartenance, c'est vraiment un problème environnemental. Le travail, ça va pas en ce moment. C'est pas tout à fait la même histoire que si c'est dans ma famille et la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de mes parents. Hein. Hein, c'est pas les mêmes outils. C'est pas le même temps non plus. Bref. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a revu ces niveaux logiques et qu'on a compris les articulations entre les niveaux logiques, on va voir quelque chose qui est directement corrélé au niveau logique, qui est le modèle des parties. Vous connaissez le modèle des parties? Vous l'avez tous vu? Hein, vous avez tous vu deux techniques, qui est le recadrage en 6 points et la négociation des parties. Deux techniques qui fait appel au modèle des parties. Mais qu'est-ce que c'est que le modèle des parties? Donc on va passer du temps sur la théorie du modèle des parties. On ne va pas revoir les techniques. Hein. Le modèle des parties, c'est je suis un, mais à l'intérieur de moi, on est plusieurs. Des fois, on est d'accord. Donc ça se passe bien. Puis des fois, on n'est pas trop d'accord. Là, ça se passe moins bien. Et on va considérer que dans ma personnalité, j'ai, comme vous tous, hein, on a tous plusieurs parties de notre personnalité. Et donc, quand on apprend à modéliser, eh ben, il ne faut pas se tromper de partie. Quelle partie je suis en train de modéliser? Je reprends l'exemple de tout à l'heure avec la dame et sa maman. Elle est enseignante, cette dame. Modéliser l'enseignante, c'est pas la même chose que modéliser les petites filles. Et si je veux aider dans le contexte, c'est pas l'enseignante que je dois modéliser, c'est la petite fille. Donc il va falloir que j'apprenne à détecter les différentes parties qui sont à la personnalité. Et vous voyez dans ce cas-là, l'enseignante qui est une femme posée, sûre d'elle, elle n'a pas du tout les mêmes ressources que la petite fille, qui elle, au contraire, est inhibée, timide, qui est complètement terrorisée par sa mère, alors que l'enseignante, ce n'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va revoir ce système de modèle des parties pour bien comprendre que de temps en temps, mes parties, elles fonctionnent entre elles et elles s'entraident, elles se soutiennent, et dans ces cas-là, tout va bien. De temps en temps, il y en a une qui veut blanc, une qui veut noir, et du coup on est un petit peu embêté, puis de temps en temps, elles ne sont franchement pas d'accord, elles se tapent sur la tête. Et il arrive même chez des clients, et vous l'avez peut-être expérimenté, que j'ai des clients qui sont en colère contre une partie d'eux-mêmes. Je ne raconte pas le bordel. Hein. Les gens, ils sont en colère contre une partie d'eux. Alors quand je demande à la partie 2 de venir s'exprimer, comme la partie elle a peur de se faire engueuler, elle n'arrive pas en plus.
Vous voyez? Donc la première chose à faire, c'est faire tomber la colère pour pouvoir exprimer la partie. Parce que tant que je ne peux pas avoir accès à la partie, je ne peux pas la modéliser. Si je ne peux pas la modéliser, je ne peux pas comprendre le problème. Je schématise. On peut toujours comprendre le problème différemment, mais c'est plus compliqué. D'accord? Donc ça va me simplifier l'existence. Et je vais prendre un autre exemple sur l'appartenance. C'est un exemple, c'est un truc qui m'est arrivé à moi. Et c'est pareil, ça fait appel au petit garçon que j'étais et qui existe probablement encore au fond de moi. Comment? Le sale gosse. Non, c'est pas un sale gosse. Moi, j'ai deux parties enfants, si je fais un peu d'analyse transactionnelle. J'ai un enfant soumis très très fort et j'ai un enfant rebelle qui est là pour protéger mon enfant soumis. Ok? Mais face à mon papa, c'était pas l'enfant rebelle. Non. Face à mon papa, c'était l'enfant soumis. J'adore mon père, hein, c'est un type formidable, j'aime énormément mon père, c'est pas le problème, mais n'empêche que face à lui, j'étais toujours un petit garçon de 10-12 ans. Et ce qui posait des problèmes, parce que vous voyez, à 40, j'avais 38 ans, à 38 ans, être encore, quand mon père m'engueulait, me sentir encore, me sentir morveux, quoi. Enfin, je me dis, c'est pas possible, quoi, t'as presque 40 balais, t'as l'impression, enfin, ça va pas, quoi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais avec ma fille, parce que je suis papa aussi, mon père et moi. Et mon père commence à m'expliquer un truc vis-à-vis de ma fille, il n'était pas d'accord sur l'éducation à lui donner. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai changé de groupe d'appartenance. C'est-à-dire que j'ai complètement switché, c'est passé un truc dans ma tête, c'est venu tout seul, hein, c'est fait tout seul. Hein. Le groupe d'appartenance qui a pris le dessus, c'est pas papa-fils, c'est papa-fille. Et d'un coup, je me suis mis à changer d'identité par rapport à mon père, et j'étais plus le petit garçon face à son papa, j'étais un papa qui discutait avec un autre papa. Et ça a changé radicalement nos rapports. Et encore aujourd'hui, nos rapports sont franchement mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je pense que pour lui comme pour moi, nos rapports se sont vraiment apaisés, parce qu'aujourd'hui, on est deux papas, deux adultes, on n'est pas d'accord, surtout, on n'est souvent pas d'accord avec mon père, mais c'est pas le problème. Je suis plus le petit garçon qui se fait gronder par son papa. Je suis le papa face à l'autre papa. Vous voyez l'importance de bien comprendre ces systèmes-là pour ne pas se tromper d'histoire. Parce que si je cherche à motiver le petit garçon à prendre de l'ascendant sur son père, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais réveiller l'enfant rebelle, donc je vais me mettre en rébellion par rapport à mon père, mais en fait la vérité c'est que je serai toujours terrorisé. Mais en rébellion. C'est pas mieux, j'ai pas réglé le problème. Alors que si j'amène un niveau de conscience différent, que j'amène la personne à changer d'identité, à avoir une identité qui lui permet de parler d'égal à égal à la personne, là je règle le problème de fond. C'est clair? Si c'est pas clair, il faut me le dire. Hein. Donc on va revoir cette histoire de modèle des parties et on va voir que chaque partie se modélise. Et je précise aussi, pour ceux qui veulent faire du groupe, qu'on modélise un groupe aussi. On modélise un individu, on modélise un groupe, on modélise une salle, comme ça, on peut modéliser la salle. Hein, c'est-à-dire que si je vous demande de travailler sur la modélisation de la salle, vous pouvez après me parler de Tania. Juste en observant la salle. Ok? Et on modélise, on peut absolument tout modéliser. On peut modéliser une plante verte. Bon, c'est pas super fascinant, hein, parce que on pose des questions, on ne répond jamais, c'est pénible. Une fois qu'on aura vu ce modèle des parties, on va attaquer. Oh, alors là, j'ai mis la boussole du langage, parce que c'est plus facile à dessiner la boussole du langage que le métamodèle du langage. Ah, donc ça, c'est une boussole. Donc on va revoir le métamodèle pour se réentraîner au métamodèle que vous avez vu, soit sous la forme du métamodèle, soit sous la forme de la boussole. D'accord? Soit les deux. Donc on va revoir tous les principes de... Allez-y. En haut, métamodèle du langage. Pas la boussole, métamodèle. Non, ça c'est la boussole. Ouais. Du métamodèle. Et c'est pas tout à fait la même présentation. C'est la même chose dans le fond, mais c'est pas la même présentation. C'est notre façon de le présenter. Le métamodèle, on a tout le champ des omissions, des distorsions, généralisation. Donc omission dans l'ordre, généralisation, distorsion, et pour ceux qui l'ont vu avec moi, souvenez-vous, les distorsions naissent d'une généralisation qui naissent d'une omission. Ok?
Donc on va revoir ce principe-là et on va s'entraîner au questionnement avec l'aide du métamodèle ou de la boussole. Peut-être qu'on reverra les deux, j'en sais rien. Ça va dépendre du temps. Et ensuite, on va basculer sur mon dada. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une de mes parties préférées de la PNL, qui sont les métaprogrammes. Vous en connaissez 8, je crois. 8, hein, à peu près. Ben là, on va en voir. Je ne suis pas sûr qu'on fasse les 32. Les 32, je ne suis pas sûr, mais au moins peut-être une bonne vingtaine quand même. Ceux les plus importants. Il y en a qui sont... Il y a des métaprogrammes qu'on croise assez peu. Bon, peut-être qu'on n'en parlera pas de tous. Je ne sais pas si on ne parlera pas de tous, mais en tout cas, on va en voir au moins une vingtaine pour que vous compreniez bien qu'est-ce que sont les métaprogrammes et comment on peut décortiquer une stratégie. Donc on parle de modélisation. Comment est-ce qu'on peut décortiquer une stratégie en termes de métaprogrammes? Par exemple, quelqu'un qui n'arrête pas de penser à ce qui pourra arriver de terrible demain. Là, ça utilise des métaprogrammes que vous connaissez. C'est orientation future. Vous ne le connaissez pas celui-là, mais c'est pas grave. Ah, puis l'autre non plus. Mismatch sur les situations. Mismatch sur les situations, orienté futur. Autrement dit, j'oriente mon esprit vers le futur et je vois toujours le noir. Ok? Donc on va revoir tout ça. Et on va revoir aussi la différence, on va voir plutôt, parce que celle-là vous ne l'avez pas encore vue, qu'il y a entre un métaprogramme majeur et un métaprogramme mineur. En sachant que les mineurs sont au service des... Bien, il y en a une qui suit. Merci Valentine. C'est un réflexe. Ok, donc un métaprogramme mineur, un métaprogramme majeur, pour les distinguer, c'est très simple, dans la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Dans la théorie, c'est très simple. Si j'enlève un mineur, le problème ne change pas. Si je bouge un majeur, le problème s'effondre. Ou la stratégie d'excellence s'effondre. Ça marche aussi dans les deux sens. D'accord? Donc là, je vais prendre un exemple. J'avais noté, puis j'ai oublié mon papier à la maison, un super exemple. Et là, il va falloir que je le retrouve en live. Enfin, en tout cas, il était vraiment bien. Bref. Bravo. Si, je crois que... Attendez, c'est pas là-dessus que je l'ai noté. Ça illustre bien. Voilà. Donc, alors je vais essayer de retrouver un truc pour illustrer. Avec des parce que j'avais cherché avec des métaprogrammes que vous connaissez. Donc, voilà, c'est ça. Vous connaissez proactif et réactif. Ok? Donc je répète pour être sûr qu'on soit bien clair sur ce que c'est proactif, réactif. Réactif, je réagis à mon environnement. C'est-à-dire qu'il y a un événement extérieur qui va me mettre en réaction. Que la réaction elle soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, mais en tout cas, je suis en réaction à ce qui se passe à l'extérieur, à l'environnement. En proaction, la proactivité, je vais anticiper mon environnement. D'accord? Je vais anticiper. Le proactif anticipe quand le réactif, lui, réagit. C'est ni bien ni mal, comme une fois, c'est des métaprogrammes, donc ils sont ni bons ni mauvais. La réaction, c'est génial parce que ça me permet de sauter sur les opportunités qui se présentent, mais si je suis que dans la réaction, et ben du coup, je perds la maîtrise d'une partie de ce que je pourrais faire. Et si je suis que proactif et pas du tout réactif, c'est génial parce que ça me permet de construire, mais par contre, ça ne me permet pas du tout de réagir à ce qui se passe. Et les gens qui sont très très proactifs sont des gens qui ont beaucoup de difficultés avec les imprévus. Hein? Parce que là, il faut réagir, ils ne savent pas faire. Donc, encore une fois, ni bien ni mal, mais voilà la différence entre réactif et proactif. Et vous connaissez aller vers, éviter de. Ok? Donc, je peux par exemple avoir un client qui me dit, alors j'essaie de retrouver l'exemple que je vous avais fait, mais peu importe, l'idée c'est à peu près ça. J'ai un client qui arrive et qui me dit, moi j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en public. Parce que dès que je vois les gens comme ça, je sais pas, j'ai un mouvement de recul. Dès que les gens me parlent, je sais pas quoi répondre. Je suis un peu perdu. Ok. Donc là, vous détectez, si on garde les métaprogrammes dont je viens de parler, que la personne elle est réactive. Elle réagit à un stimuli de son environnement. Elle a une réaction limitante par rapport à son environnement. Vous êtes ok? Elle est réactive. Et vous lui dites, ah ben, elle est vraiment très très réactive cette personne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va travailler la proactivité pour l'équilibrer.
Et donc, vous faites des prépas mentales avec elle, préparation mentale, vous l'entraînez, etc., etc. Et la personne, elle vient vous voir en lui disant « Ouais, là, je me suis bien préparé en avance cette fois-ci. Et du coup, comment ça s'est passé ?» Ben, en fait, super mal, parce que... alors oui, j'avais l'air... mes réponses, elles étaient prêtes, mais à l'intérieur, je me décomposais tout pareil, en fait. Alors oui, vu de l'extérieur, c'était moins problématique, mais à l'intérieur, ok. Parce que vous n'avez pas vu que c'était un mineur. Parce que le majeur, c'est l'éviter de se montrer au monde, par exemple. Et celui-là, vous ne l'avez pas détecté. Donc vous avez travaillé sur sa proactivité, ce qui est une bonne chose, et ce n'est pas du temps de perdu. Ok ? Mais vous n'avez pas touché le fond du problème, qui est la personne, en fait, n'a pas du tout envie de se montrer au monde. Parce qu'elle a une croyance qui est liée à ça, par exemple. Ok ? Donc, pour illustrer ces différents métaprogrammes, on va regarder un film ensemble. Tu l'avais vu avec moi, Véronique, le film ? Oui. Ouais, sympa. Donc, c'est celui qu'on va faire. On va regarder un film, c'est un court-métrage, il dure 22-23 minutes. Et en fait, il est génial parce qu'il est simple. C'est simple de voir où sont les majeurs et les mineurs dans le film. En fait, c'est un bonhomme, il est monolithique, c'est-à-dire qu'il agit à peu près toujours de la même façon. Et on va apprendre à décortiquer ce qui se passe pour la personne sur les différents niveaux logiques. Dans son modèle des parties, quelles sont les parties qui s'allument? Parce que dans le film, on voit 1, 2 ou 3 parties. On doit avoir 3 parties dans le film. Donc, voir les 3 parties de la personnalité, les différents niveaux logiques qui vont s'activer selon les parties, et surtout, quels sont ces métaprogrammes et comment la personne, parce que le film est drôle, mais le mec, il se met quand même bien dans le caca, quelle est la stratégie de la personne pour se mettre dans la merde? Et comment ça se décortique en termes de métaprogramme. Donc c'est, comme j'adore, c'est un super moment, en plus c'est bien rigolo. Ok? Donc ça, on est encore dans les fondamentaux, on n'attaque toujours pas la stratégie d'excellence, là, on est juste dans reprendre les fondamentaux qui vont nous permettre d'attaquer la stratégie d'excellence. Et après, on va revoir l'état présent. État présent, c'est le contexte. Alors, je ne sais pas écrire à l'envers. Bon, le contexte. La responsabilité de la personne dans sa problématique. Bon, ok. Et les bénéfices secondaires et la fonction positive. Bon, je renonce à essayer d'écrire comme ça. Donc on va revoir les états présents et vous allez faire un exercice d'état présent. Donc je reviendrai sur comment est-ce qu'on construit un état présent, comment est-ce qu'on explore le contexte, comment est-ce qu'on va déterminer la responsabilité du problème, la responsabilité de mon client dans son problème, ou quelle est sa conscience de sa responsabilité. Si la personne, elle me parle que de son environnement, c'est qu'elle a peu conscience de sa responsabilité dans son problème. Ok. Et on va aller voir quelles sont les fonctions positives et les bénéfices secondaires, sachant qu'il y a bien une différence entre bénéfices secondaires et fonctions positives. Et on va apprendre à la comprendre, cette différence. Et une fois qu'on aura revu les états présents, vous allez vous allez vous modéliser les uns les autres grâce à l'état présent. Ok. Par exemple, il y en a un coach qui va coacher et un observateur qui va modéliser. Parce qu'au départ, quand on n'a pas l'habitude, modéliser en même temps qu'on coach, c'est pas simple. Donc on va faire ça par étapes, vous voyez. Donc il y en a un qui interroge et l'autre qui prend des notes, qui modélise. Pour essayer de comprendre dans la problématique de mon client comment ça se joue. Quelle partie de la personnalité, où est-ce qu'il se situe sur les niveaux logiques, quels sont les métaprogrammes et ses stratégies mentales. Donc c'est super intéressant parce que vous-même, une fois que vous aurez fait ça, quand vous aurez le feedback, vous allez comprendre comment vous vous y prenez pour ne pas y arriver. C'est génial, hein? C'est super intéressant ça. Quelle est mon excellente stratégie d'échec? Et puis si on a le temps, mais j'aimerais bien qu'on ait le temps, on va revoir le modèle TOT. On va voir le modèle TOT. Qui connaît le modèle TOT? Modèle TOT, c'est le modèle Test, Operate, Test, Exit. Ah ouais, la PNL était très liée à l'informatique, alors forcément, on a des trucs un peu barbares. En gros, c'est quelles sont mes stratégies. Mes stratégies qui peuvent se décomposer en Test, Operate, Test, Exit. Je vous donne un exemple. J'ai une stratégie pour ouvrir ce stylo. C'est une stratégie qui est inconsciente, mais j'en ai une stratégie. Premier test, je veux que le stylo soit ouvert. Test, visuel, il est fermé. Operate, kinesthésique. Je fais une action, comme ça je tire sur les deux
Hop. Deuxième test, il est ouvert, c'est conforme à ce que j'attends, exit. C'est une stratégie. Alors pour ouvrir un stylo, c'est pas super fascinant. Hein. Par contre, pour une personne qui a des problèmes de compulsion alimentaire, dont je parlais tout à l'heure, pour une personne qui n'arrive pas à avoir d'exit, hein, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de bouffer, j'ai des clients comme ça, leur exit au niveau de la bouffe, c'est quand il n'y a plus rien dans les placards et dans le frigo. Ça, c'est l'exit. Donc, test, il faut que je mange. Pourquoi? Parce qu'en fait, émotionnellement, je ne me sens pas bien. C'est pas que j'ai faim. Hein. Test, je suis triste. Operate, il faut que je mange. Déjà, la réponse qui n'est pas du tout adaptée au problème. Hein. Mais bon, je mange. J'ai mangé, là j'en ai plein le bide, j'ai un peu envie de dégueuler. Oh, je suis encore triste. Bon, bah je mange. Il n'y a plus rien, exit. Et j'en ai, vraiment, c'est des vrais cas hein, dont je parle. Hein. Et là, il y a un problème, c'est que la personne, elle se trompe d'histoire. Et deux, son exit ne lui appartient pas. Son exit est dans son environnement. C'est-à-dire qu'elle arrête de manger quand il n'y en a plus. Donc elle n'a pas la maîtrise. Et donc j'ai des clients qui arrivent en disant « j'ai la solution, j'achète pas beaucoup de trucs ». Ouais, mais tu n'es juste pas en train de régler le problème là. Donc là où est-ce qu'on va agir? Bah, ça va dépendre. La première chose, c'est peut-être de faire la distinction entre j'ai faim et je suis triste. Et puis après, travailler par exemple, c'est souvent des gens qui ont peu conscience de leur corps, hein, sur la sensation de satiété, qui peut se travailler en hypnose par exemple. D'accord? Je mange, j'ai plus faim, exit. C'est comme ça que font les gens minces. Hein. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim, exit. Mais ils maîtrisent tout le processus. C'est un truc super intéressant, ça s'appelle la stratégie des gens naturellement minces. C'est une stratégie PNL. Super intéressante à travailler. On pourrait le mettre au programme d'un truc, tiens. On pourrait faire un module spécial minceur. Avant les... Ça serait pas con hein, de penser à un module comme ça. Donc, le modèle TOT, vous allez voir qu'il existe pour ce qu'on appelle les méta, les macro et les micro-stratégies. Les méta-stratégies, c'est des stratégies de vie. Les macro-stratégies, c'est des grandes stratégies qui vont au service de mes stratégies de vie. Et mes micro-stratégies, c'est toutes mes petites stratégies qui vont venir nourrir mes macros, qui elles-mêmes vont nourrir mes méta. Hein, c'est la PNL, donc il y a des barbarismes partout. Hein. Donc on va voir cette idée de modèle TOT et vous allez voir que ça se décrypte avec entre autres les mouvements oculaires, les métaprogrammes, avec un petit peu tout quoi. Ok? Puis une fois que vous serez bien saturé dans votre tête de toutes ces notions, on va attaquer, à la modélisation de film j'en ai parlé, on va attaquer la Stratex, la stratégie d'excellence. Alors comment ça se passe? Alors déjà, l'idée de la stratégie d'excellence. L'idée de la stratégie d'excellence, c'est que vous ayez votre mode d'emploi. Le vôtre, hein, pas celui du voisin. Hein. Comment est-ce que je dois m'y prendre pour performer dans n'importe quoi en fait? Comment est-ce que je peux m'assurer de quoi j'ai besoin pour être sûr que je vais y arriver dans un projet? Vous avez tous eu des grandes réussites dans votre vie, j'imagine? Oui? Enfin, j'espère, pour vous. En fait, si vous analysez toutes vos grandes réussites, et c'est ce qu'on va faire, vous allez vous apercevoir que, globalement, vous utilisez toujours la même recette. Sauf que vous n'en avez pas conscience. Donc l'idée, ça va être de remettre de la conscience sur vos recettes à vous. Et on va décortiquer des histoires, on va en décortiquer 3, et vous allez voir, ça prend un petit peu de temps quand même. Hein. Même ça me prend franchement même beaucoup de temps, mais c'est vraiment intéressant à faire. On va décortiquer 3 histoires où vous avez été particulièrement performant et on va la découper. Alors là, je l'ai fait découper en 3 parties, mais on pourra la découper en 4, on va voir. Le déclencheur, la phase d'action et la phase de conclusion. Je vous donne un exemple pour illustrer. Dans ma stratégie d'excellence, mon déclencheur à moi, c'est toujours en référence externe. D'accord ? Pour arriver à faire quoi que ce soit chez moi, il faut que je voie quelqu'un faire. D'accord? Donc j'ai une référence externe. Donc je vois quelqu'un. Je me mets en P2. Deuxième position. Position de perception, vous vous souvenez? Deuxième position, je me mets à la place de l'autre. Et j'ai un état interne plus qui s'allume.
Et c'est pour tout. Quand j'ai voulu apprendre à être enseignant PNL, à l'époque, mon enseignant, c'était Paul. J'ai vu Paul faire, je me suis dit, waouh, ça a l'air bien. Je me suis imaginé à sa place, vous voyez. Et j'ai commencé à ressentir toute l'excitation qu'il y a à être devant un groupe, alors même qu'à l'époque, je n'étais pas capable de parler en public. Hein. Mais je me suis dit, oh putain, ça a l'air trop bien, quoi, le kiff d'être devant tout le monde, d'être adulé par des fans. C'était Paul. Non, ça c'est moi. Première condition qui doit être remplie. D'accord ? Pareil pour mon permis moto. J'ai un pote, il passe son permis moto. Je fais waouh, ça doit être bien comme ça. Je m'imaginais sur la bécane, je me dis putain, mais ça doit être super bon quand même de sentir quand même le. Vous voyez, c'est le déclencheur. Si j'ai pas ça, ça marche pas. Pareil pour mon droit. À l'époque, j'avais vu un avocat et je me dis oh, ça va être trop bien défendre la veuve et l'orphelin, tout ça. Mais il faut que j'ai une référence externe. J'ai voulu apprendre l'italien, j'avais pas de référence externe. Résultat des courses, je parle toujours pas italien. Si je veux vraiment apprendre l'italien, il faut que je voie un Français qui parle italien et qui a l'air de s'éclater à le faire. Ça va être mon point d'entrée. Mais c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Il faut une deuxième condition. Chez moi, souvenez-vous l'index de computation, processus cognitif, comportement externe et état interne. Donc vous avez vu que je rentre par les états internes, mais après, il faut absolument que j'ai à manger, que je donne à manger là-haut. C'est-à-dire que je ne peux pas apprendre quelque chose qui ne m'apporte rien sur le plan intellectuel. Il faut absolument que ça soit un nouveau truc, quelque chose que je ne sais pas, comme la moto. Par exemple, la moto intellectuellement, je vous le dis tout de suite, ça ne vole pas haut. Hein. Mais par contre, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Donc j'étais excité à l'idée de savoir piloter une moto. Enseignant PNL, je sais que la PNL est un domaine tellement vaste qu'une vie ne suffit pas pour faire le tour. Donc je sais que j'ai de quoi donner à manger à mon cerveau. Quand j'ai fait du droit, pareil. Le droit, c'est pareil, hein, il y a de quoi manger. Donc c'est la deuxième condition qui va faire que ça va fonctionner. Et il peut y avoir une troisième condition optionnelle, mais qui va vraiment venir au service des deux autres, mais elle reste optionnelle. Si en plus quelqu'un pouvait me dire que je n'y arriverai jamais, alors là, je vais autant vous dire que ma motivation est décuplée. Mais je me connais. J'ai réussi mon droit et au début j'avais envie de faire du droit et plus les gens me disaient que moi qui suis scientifique quand même dans l'âme, plus les gens me disaient jamais tu y arriveras. Et plus je me dis putain je vais y arriver. Et j'y suis arrivé. Vous voyez, si en plus il y avait quelqu'un qui essayait de me décourager, ça va me motiver. Vous connaissez le Kaizen, le Kaizen, l'exercice qu'on fait sur 3 jours, 7 jours, 21 jours. Hein, c'est un exercice qui est assez lourd à faire. Et Paul nous en parle comme ça, je disais ouais, ça a l'air intéressant. Et puis Paul il dit, mais de toute façon je vous en parle, mais je sais que personne n'aura le courage d'aller jusqu'au bout. Un mois plus tard, je suis arrivé, tiens Paul. Oui, je sais, mais je me connais. Donc je sais que pour pouvoir me lancer dans l'action, attention, hein, me lancer dans l'action, il me faut 2 conditions et la troisième, si elle pouvait être là, c'est bien, si elle n'est pas indispensable, mais en tout cas, elle va vraiment m'aider. Mais après, dans l'action en elle-même, comment est-ce que je fais pour performer ? Je vous l'ai dit, je suis un intellectuel. Donc, il faut que j'explique. Pour pouvoir, là, je suis en train d'acheter un cabinet, je suis en train d'acheter un appartement que je vais transformer en cabinet. J'ai fait ça, hein. Je suis allé voir une amie qui a acheté son cabinet. Je me suis dit, ah là là, ça va être bien d'être un cabinet. Je me suis dit, en plus, il y a plein de trucs à faire et tout. J'ai commencé à monter des trucs avec mon comptable, avec la banque. Enfin, j'ai fait plein de calculs, le montage financier, bref, c'était super, quoi. J'ai adoré. Bon, personne m'a dit que j'allais pas y arriver. Tant pis. Quoique, la première conseillère bancaire, elle m'a dit, non, monsieur Mong, je vous prêterai pas l'argent. Si, c'est vrai. Et là, du coup, j'ai décidé de parler au directeur. Le directeur m'a dit oui. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu... c'est la salope. Bref, tu couperas ça de la vidéo parce que tu reconnaîtras. Et puis du coup, c'est elle qui va me faire mon montage. Donc il faut vraiment couper. Donc je vous l'ai dit, moi, une fois que je passe en action, la première chose que je vais faire, c'est prendre toujours en référence externe. Je vais prendre de l'info. Même pour la moto, je prends de l'info. Le premier truc que je fais, je passe mon permis moto, j'achète un catalogue moto. Et je lis tout. Je prends de l'info. Une fois que j'ai pris assez d'infos, je parle. J'explique à tout le monde. Et comme je me connais, je peux être très très chiant. Des fois, j'explique
à tout le monde, c'est-à-dire personne. C'est-à-dire que je me mets dans mon bureau et je parle dans mon salon, dans la voiture. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de... les monologues interminables que j'ai fait, même 4 heures de route à parler sans arrêt, parce que j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin d'expliquer. Jusqu'à ce que je sente que quand je dis, ça sonne parfaitement juste. Et là, je le sens. Et une fois que j'ai fini d'expliquer, là, je vais me mettre réellement à faire les choses. D'accord ? Mais il faut que j'ai parlé, il faut que j'ai parlé. Et je vous jure que des fois, ça dure, mais peut-être que je parle peut-être 100 heures sur un sujet, un gros sujet, avant vraiment de faire les actions concrètes. Et une fois que j'ai fait les actions concrètes, je parle des actions concrètes. Je parle. Et quand ça sonne parfaitement juste, je fais la deuxième. C'est ma stratégie d'excellence. Mais c'est la mienne. Vous voyez ? Et après la conclusion, pour moi, le truc se termine quand c'est validé, tamponné. C'est-à-dire que je suis toujours en référence externe. Il faut que l'extérieur me valide que ce que j'ai fait, c'est bien. Donc, permis moto, c'est simple, hein, je le réussis. Enseignant PNL, c'est simple, je le réussis. Le droit, c'est simple, je réussis. Le crédit immobilier, c'est simple, je l'ai eu. Et vous voyez ? Et là, ça va poser la conclusion. Mais je sais que je vais avoir beaucoup de mal à terminer quelque chose s'il n'y a que de la référence interne. C'est-à-dire que s'il n'y a que moi qui décide, ça va être très compliqué pour moi d'arrêter un truc. Et s'il n'y a personne pour me dire « c'est bon, Eric, stop », je vais avoir tendance à traîner et pas y arriver. Et connaissant cette stratégie d'excellence, je l'ai appliquée à peu près à tout, même pour avoir mon Datadoc. Vous savez ce que c'est, Datadoc ? C'est une abomination administrative. Même pour ça, j'ai appliqué ma stratégie d'excellence. Et je l'ai eu. Là, c'est pareil. Tampon, boum, tu l'as eu. Donc c'est génial hein, de savoir comment on fonctionne. Parce qu'une fois qu'on a ce mode d'emploi, vous pourrez l'appliquer à l'envie. En sachant que votre mode d'emploi, il sera écrit en langage humain. Hein. C'est-à-dire, il n'y aura pas marqué référence interne, je me mets en P2, j'active mes processus cognitifs. Non, hein. Je vois quelqu'un, ça m'inspire, je suis excité à l'idée d'eux, et je me dis qu'en plus de ça, je vais avoir à manger dans mon cerveau. Et c'est comme ça qu'on va l'écrire notre stratégie d'excellence. Sinon, c'est chiant. Et une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura une stratégie d'excellence, on va intégrer cette stratégie d'excellence dans nos niveaux logiques. Et vous allez voir, on fait un exercice d'intégration dans les niveaux logiques où on part du sens, là, du haut, et enfin on part du bas, on remonte en haut de mémoire, et en redescendant au niveau des capacités et stratégies, on va intégrer notre stratex pour pouvoir vraiment l'asseoir à l'intérieur de nous. Ça vous semble sympa ? Oui ? Ce processus-là, c'est une question qui me vient là tout de suite. C'est un processus qu'on va peut-être retrouver. Alors, les gens qui ont des pathologies psy graves, genre les tueurs en série ou autres, est-ce qu'ils mettent en application sans savoir ça ? Probablement, s'ils ne sont jamais gaulés. Ça me vient comme ça à l'esprit, non, pourquoi j'en sais rien. C'est pour ton futur métier que tu dis ça ? Probablement, ceux qui ne sont jamais gaulés, c'est qu'ils ont une stratégie d'excellence. On a des stratégies pour tout. Hein. Par contre, c'est pas ce qu'on va modéliser. Quoique ça pourrait être super intéressant de le faire. Inconsciemment, ça me vient comme ça. Est-ce que quelqu'un, un tueur en série, ou quelqu'un qui a des pulsions, un truc grave, parce qu'on n'est pas à l'abri demain de rencontrer quelqu'un qui a... Il a des stratégies aussi. Bah oui, des stratégies. C'est des stratégies qui ressemblent à ça. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, c'est des stratégies qui ressemblent à ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Alors nous, on va partir sur des trucs écologiques. Hein, bon pour moi, bon pour les autres, bon pour l'humanité. Hein, après, ceci dit, on est peut-être des gens qui s'auto-sabotent en permanence. Hein, des gens qui sont tout le temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire du harcèlement sexuel. Ils ont une stratégie. Hein, et donc vous êtes capable de la comprendre, la stratégie de l'autre. Ben, évidemment, c'est le revers de la médaille. Ça, c'est la stratégie plus, mais on va être capable de comprendre les stratégies moins. Et quand on est capable de comprendre les stratégies moins, on est capable d'aider les gens. Donc une fois qu'on aura fait ça, je vous l'ai dit, on va intégrer vos stratégies d'excellence dans vos niveaux logiques. Alors c'est un petit protocole sympa pour terminer le travail qui va quand même durer, il dure combien de temps ? 12 jours, Tania ? Le stratex dure 2 jours, ouais. Au moins 2 jours. Au moins 2 jours. Hein. Avec du travail à la maison. Hein. Donc quand on n'a pas l'habitude, ça nécessite vraiment de creuser. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que dans vos 3 histoires, vous allez avoir quelques points communs. Et c'est ces points communs qu'on va garder.
D'accord? On ne va pas tout prendre, sinon votre stratexte, elle ferait 5 pages. Non, la stratexte, elle doit faire 10-15 lignes. Hein. Ma stratégie d'excellence, elle doit tenir en 10-15 lignes. C'est ça l'idée. Hein. C'est vraiment d'avoir la structure, le squelette de ma stratégie d'excellence, et après, on rajoutera des choses au fur et à mesure, selon les projets, on va plus ou moins modifier, mais j'ai une trame.